Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Si vous allez à Rome dans les temps qui viennent, ne manquez pas la visite du palais Farnèse après la restauration des grands plafonds des Carraches. Franck Ferrand nous en parle cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je n'ai pas encore vu le fruit de ces restaurations, mais on m'en dit des merveilles. Je vais vous raconter l'histoire de cette maison hors du commun qui aujourd'hui accueille l'ambassade de France en Italie. Après quoi, nous parlerons de ces grands peintres bolonais que furent les Carraches, en compagnie bien évidemment, et c'est son grand retour au cœur de l'histoire, de Serge Legat. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous nous parlerez des origines papales de la cité avignonnaise. Voilà, c'est une occasion de répondre à deux auditeurs, Valérie et Olivier. Nous confirmons donc aujourd'hui que tous les chemins mènent à Rome. Au cœur de l'histoire, au cœur de l'été, 7 jours sur 7 sur Europe 1. Franck Ferrand. Ah, si Farnèse m'était compté, j'y prendrais un grand plaisir, pourrais-je dire, pour plagier Sacha Guitry. Farnèse, le palais Farnèse, c'est cet extraordinaire édifice qui donc aujourd'hui accueille l'ambassade de France en Italie et qui dissimule derrière des airs, comment pourrait-on dire, des airs tout à fait sages, réguliers, élégants, une noble façade, assez discrète a priori, dissimule une histoire pour le moins tourmentée. En 5 siècles, on ne peut même plus dire combien de papes, de cardinaux se sont donné rendez-vous ici, combien de monarques y ont trouvé résidence ou refuge, combien d'artistes, et pas des moindres, y ont médité et accompli des chefs-d'œuvre. C'est un joyau, ce palais Farnèse, un joyau qui en même temps a abrité toutes les passions, des plus basses aux plus pures, qui a attiré toutes les convoitises. Il a été un des grands carrefours de la vie romaine et on peut dire qu'aujourd'hui, il reste un témoignage de ce que peut produire à son meilleur une civilisation qui était constamment éprise de dynamisme, de volonté de se dépasser, de se surpasser. Il y a un raffinement romain, bien entendu, et c'est sans doute au palais Farnèse qu'on en trouve une des expressions les plus accomplies. Vous savez, quand j'étais beaucoup plus jeune, je me rappelle avoir fait le tour du palais Farnèse dont on n'avait pas le droit de pénétrer les façades. On était là comme ça, on restait dehors, on aurait bien aimé visiter, mais il fallait une autorisation spéciale de l'ambassadeur, etc. Tout ça, c'est beaucoup, si je puis dire, démocratisé depuis quelques décennies, et aujourd'hui, on peut entrer au palais Farnèse. Alors, il faut surtout pas, sous certaines conditions, bien entendu, mais il faut surtout pas manquer l'occasion. Tout a commencé en 1493. Cette année-là, l'ambitieux Alexandre Farnèse, il a 25 ans à l'époque. Il est déjà cardinal, même s'il n'a pas encore prononcé ses vœux. Il n'est pas encore prêtre. Peu importe, il est déjà cardinal. C'est un garçon d'une intelligence supérieure. Il a ce regard perçant que l'on voit encore aujourd'hui sur ses portraits, une énergie, une culture, un caractère extraordinaire. C'est un homme très passionné. Il est un petit peu le modèle de ce que la Renaissance a pu produire de plus accompli. Vous savez, on est vraiment en présence d'une personnalité qui est à la fois très brillante, très audacieuse, très ambitieuse aussi. Alors, disons-le, une circonstance a sans doute bien aidé Alexandre Farnèse pour sa formidable promotion. C'est sa sœur Giulia, qui est d'une beauté à couper le souffle et qui est devenue la maîtresse du pape, le fameux pape Alexandre VI Borgia. Vous savez, vous la connaissez sans doute, la sœur de ce monsieur Farnèse. Les Farnèse, qui au départ étaient d'une petite noblesse provinciale, mais qui sont devenus riches, qui sont devenus influents à Rome, ces Farnèse ont l'opportunité d'affirmer leur présence dans le cercle très fermé des grands noms qui dominent la politique romaine, autant dire à cette époque la politique papale. Mais pour ça, le chemin est long. Il faut se donner les moyens nécessaires. Voilà ce que nous dit Ferdinand de Navenne. L'ambition conseillait à Alexandre Farnèse de ne plus rester éloigné du centre d'où partaient toutes les faveurs. Ces raisons étaient plus que suffisantes pour l'engager à se mettre en quête d'une demeure qui fût digne de son rang et de sa fortune. Alors il cherche Alexandre, ce jeune cardinal Farnèse, et il trouve
il va acheter en 1495 l'ancienne résidence d'un prélat espagnol. Alors, c'est sans doute un assez joli bâtiment, mais un petit peu vieillot à l'époque, qui n'est pas du tout dans l'esprit de cette Renaissance tellement coruscante. Il est bien situé, le palais, il est à proximité du fleuve romain, à proximité du Tibre, mais pour l'instant, il n'a pas encore un dixième des splendeurs qui font aujourd'hui sa réputation. Alexandre s'y installe, on peut imaginer que des cris d'enfants retentissent dans les couloirs de la demeure au fil des années, on peut dire que Alexandre va être père, et à plusieurs reprises encore, on imagine, avec bien tout ça dans le cadre d'une union, tout ce qui est de plus irrégulière, ai-je besoin de le préciser. On est quand même dans cette Rome des Borgia, faut pas l'oublier. Dans un premier temps, Alexandre va effectuer sur le palais du prélat espagnol un certain nombre de restaurations. Il l'agrandit. C'est quand même toujours une résidence d'importance secondaire. Seulement, il se trouve qu'un des amis proches d'Alexandre devient le pape Léon X. On est là en 1513. Ça donne à Alexandre une place, une position tout à fait en vue. Il poursuit lui-même sa carrière avec brio. Son palais maintenant doit être à l'image du bonhomme. Et c'est là qu'il va donc engager un architecte, il s'appelle Antonio da Sangallo, le jeune, et il charge Sangallo de faire de sa propriété un véritable palais, au sens où on peut l'entendre à Rome à cette époque. On n'hésite pas à piller les ruines proches. Vous savez, on fait ce qu'on appelle du remploi, c'est-à-dire qu'on trouve ce qu'il y a de beau en termes de chapiteaux à feuilles d'acanthe, de bas-reliefs, pourquoi pas même de mosaïques. On le pique sur les ruines romaines et on le réinstalle dans la nouvelle architecture grandiose. Les travaux vont être lents, néanmoins Sangallo est aussi impliqué dans d'autres projets, notamment il fait partie de ceux qui construisent la basilique Saint-Pierre à cette époque. Puis il y a le sac de Rome en 1527, vous savez, c'est Charles Quint qui va dévaster la cité éternelle, évidemment, la ville éternelle devrais-je dire. Évidemment, tout ça crée des retards en raison de la compromission de l'aîné des fils du cardinal qui s'appelle Pierre-Louis, avec les hordes qui ravagent la ville cette année-là. Le palais est néanmoins épargné, mais la dévastation générale a provoqué des fuites nombreuses, les chantiers restent en plan, et il va falloir attendre, pour que tout ça reprenne vraiment, il va falloir attendre l'élection d'Alexandre, à son tour sur le trône de Saint-Pierre. Ça a lieu 7 ans plus tard, et le voilà pape sous le nom de règne de Paul III. Ah, alors là, évidemment, ça va prendre une toute autre tournure du côté du palais Farnèse. Cet événement, nous dit Naven, engagea Sangallo à modifier complètement son plan primitif, le palais d'un pape lui paraissant devoir être tout autre que celui d'un cardinal. Les ambitions sont immenses du côté de Farnèse. Les travaux sont impressionnants. On peut noter qu'au fil des années, les bâtiments qui étaient tout autour du palais ont été achetés pour être en bonne partie détruits, pour créer ne serait-ce qu'une place qui permette d'admirer la nouvelle façade du palais. Nous sommes bien dans une représentation à la romaine, et ce qui est en train de sortir de terre, c'est l'emblème d'une famille qui a décidé de ne pas s'arrêter. De Monteverdi sous la direction de René Jacob. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Il est le siège de l'ambassade de France en Italie, à Rome. Vous nous faites découvrir aujourd'hui, Franck, le palais Farnèse. Et oui, et il y a un nom qui va surgir maintenant sur la scène du palais Farnèse. Je vous ai dit qu'Alexandre Farnèse était devenu le pape Paul III. Paul III, c'est l'un des papes de la chapelle Sixtine, vous savez, donc ça nous amène naturellement à Michelangelo Buonarroti, à Michel-Ange, qui va désormais pouvoir travailler, à la mort de Sangallo, au palais Farnèse. Valérie Boucaud nous dit « Michel-Ange va marquer de son génie l'édifice, introduisant une liberté de ton que Sangallo ne pouvait même concevoir. Et en effet, le maître va multiplier les audaces, il rehausse l'étage supérieur, il crée des loggias, et bien sûr, il ne manque pas de mettre en bonne place les armes pontificales du maître des lieux. Il faut savoir que Paul III, c'est le grand pape de ce qu'on appelle la contre-réforme, vous savez, la réforme catholique, c'est l'instigateur du concile de Trente qui devait marquer le ressaisissement de l'Église en proie à toutes les difficultés depuis que
la réforme était en cours. À la mort de Paul III en 1549, le palais Farnèse est devenu une référence à Rome. Il inspire déjà tous les superlatifs et pourtant il est loin d'être encore achevé. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que Paul III n'a pas été un modèle de vertu. On est encore une fois dans cette Rome des papes de la Renaissance. Il a poussé constamment sa famille. Il pratique, nous dit Jacques Vesset, un népotisme méthodique et flagrant. Ah oui, ça, notamment, s'il a été souvent indigné par son fils, qui est ce fameux, ce très peu recommandable Pierre-Louis, un homme brutal et sans scrupules, il ne lui en obtient pas moins le duché de Parme et Plaisance. De même, ses petits-enfants vont être très bien mariés, on leur donne des places incroyables. Bref, à la mort de Paul III, les Farnèse sont mieux qu'établis en Italie. Les travaux de leur palais romain vont pouvoir se poursuivre sur un très grand pied. Après Michel-Ange, d'autres architectes prestigieux se sont succédés. Chacun a apporté sa touche. Ça finit par devenir un véritable... C'est presque un cas d'école, ce palais Farnèse. Il y a tout ce qu'on a connu de plus brillant, de plus inspiré à travailler un jour ou l'autre sur cet édifice. Alors, on a parlé un petit peu de l'architecture, et on va y revenir tout à l'heure, bien sûr. Mais il faut parler surtout de la décoration intérieure. Ça va être le travail des successeurs de Paul III qui vont développer un ambitieux programme toujours à la gloire de la famille. Et là encore, on fait appel aux plus grands. Alors quand je dis aux plus grands peintres essentiellement. Apparaît ainsi dans les pièces imposantes du palais, on pourrait dire une symphonie, une débauche de couleurs, de scènes, de personnages qui sont unis dans un dialogue foisonnant, un dialogue plein de vie et qui donne l'impression, lorsqu'on circule dans ces salons, dans ces grands salons du palais Farnèse, l'impression d'une sorte de tumulte. C'est un tumulte visuel d'une certaine manière. Le point culminant de ce mouvement décoratif est dû au goût très sûr, il faut dire qu'il est bien conseillé dans l'ombre, du cardinal Édouard Farnèse. Alors Édouard Farnèse, c'est l'arrière-petit-fils de Paul III, et c'est lui qui va les appeler, qui ça ? Mais nos fameux Carrache, évidemment. Ces brillants peintres bolonais, alors on cite d'abord Annibal Carrache, bien sûr. Ils vont produire ces peintres à la charnière du XVIe et du XVIIe siècle, un des plus grands chefs-d'œuvre de toute leur carrière, au Palais Farnèse, justement, dans la grande galerie sur le Tibre. C'est un décor époustouflant. Alors on va vous le décrire, ce décor, avec Serge Legat dans un instant. Il est teinté de maniérisme et il rassemble dans un même mouvement, dans un souffle unique, une même harmonie, des scènes mythologiques assez variées du reste, tout ça dans une maîtrise absolument incroyable. La santé d'Annibal Carrache ne résista pas à ce travail de titan, raconte Valérie Bougaud. Lorsqu'elle fut dévoilée en mai 1601, la voûte stupéfia tout ce que Rome comptait d'esprit cultivé. Et au long des siècles, des artistes tels que Poussin, Le Bernin, Rubens, Delacroix, Ingres vinrent admirer ce poème rayonnant qui est indubitablement le chef-d'œuvre d'Annibal Carrache. On peut dire que ce cardinal inspiré, cet Édouard Farnèse, est le dernier grand promoteur du palais Farnèse, qui est devenu d'une magnificence absolument invraisemblable. À sa mort, la famille se concentre beaucoup plus sur ses possessions en Italie que sur ses liens étroits avec la cour pontificale. Autant dire que les Farnèse vont quitter Rome, tout simplement. Alors le palais est en partie vidé, il est quelque peu déserté. C'est d'ailleurs toujours extraordinaire, ces très très grands décors, lorsqu'ils perdent leur primauté. On a l'impression de très grands navires en cale sèche, en quelque sorte, c'est assez poignant. Et on va même le louer, ce palais. Alors à qui est-ce qu'on va le louer ? Eh bien, aux ambassadeurs de France, par exemple, et notamment au cardinal Alphonse de Richelieu, qui est le frère de notre célèbre Richelieu des Trois Mousquetaires. Alphonse de Richelieu s'y installe dans les années 1630. Alors on verra passer d'autres grands personnages, notamment la fameuse reine Christine de Suède, qui reste, vous savez, la seule femme, l'une des très rares femmes aujourd'hui enterrées sur le territoire du Vatican. Et finalement, à la fin du XVIIe siècle, sur fond de tensions entre Louis XIV et la papauté, les Français qui n'étaient pas encore vraiment installés vont quitter le palais Farnèse. Alors vous dites, ah bon, mais alors d'où vient-il que ce soit aujourd'hui la résidence ? Mais attendez, chaque chose en son temps. Notre pays, la France, n'en a pas fini du tout avec ce palais fascinant. Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été, revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand.
Agostino Annibale et Ludovico Carracci, ou alors les frères Carache, ont décoré, peint le palais Farnèse que vous nous faites découvrir cet après-midi, Franck Ferrand. Alors il faut vous dire que les ambassadeurs français sont partis et que c'est la famille Farnèse qui récupère la résidence, qui récupère ce palais extraordinaire à Rome. Sauf que la famille s'éteint en 1731, en tout cas cette branche principale, parce qu'il y a une certaine Élisabeth Farnèse qui entre-temps a épousé le roi Philippe V d'Espagne, et donc c'est à elle que tout ça revient, et c'est un de ses fils qui est son héritier direct et qui va hériter donc le palais Farnèse, donc un Bourbon, puisque Philippe V était le petit-fils de Louis XIV. C'est comme ça qu'une nouvelle branche, si l'on peut dire, va prendre possession du palais, et cette branche, par ailleurs, par le jeu d'opportunités historiques qui serait un petit peu long de développer ici cet après-midi, va s'installer à Naples et régner sur toute une partie de la péninsule italienne, sur tout le sud. C'est les Bourbons-Sicile, c'est toute cette partie sud de l'Italie. Les souverains qui sont issus de cette nouvelle dynastie ne sont pas intéressés par toutes les composantes de l'héritage. Dédaigneux du sang de Paul III, nous dit Jacques Vesset, qui coulait dans leurs veines, les rois de Naples méprisèrent toujours les biens farnèses. Néanmoins, le palais Farnèse, c'est un peu particulier, parce que d'abord, c'est une sorte de musée extraordinaire. Vous imaginez la quantité d'œuvres d'art qui sont réunies dans cet endroit extraordinaire. Donc on va pouvoir installer là la représentation diplomatique de la nouvelle dynastie. On peut imaginer une vie devenue un petit peu morne, comme alanguie dans le beau palais des Farnèse, qui a l'air un petit peu endormi, vivant de sa vieille réputation, à l'ombre de son passé d'une certaine manière. Ce sont de brusques événements politiques qui vont subitement réveiller la résidence romaine. Quand l'empereur Napoléon nomme Murat roi de Naples, Murat va prendre la place des Bourbons-Sicile, eh bien c'est au palais Farnèse qu'il reçoit l'hommage de ses sujets, et quand quelques décennies plus tard, le patriote italien Garibaldi va chasser de nouveau les Bourbons-Sicile de leur trône, c'est là qu'ils trouvent refuge, au palais Farnèse, dans cette résidence romaine qu'ils ont longtemps délaissée et qu'ils avaient plus ou moins dépouillée de ses richesses. Donc forcément, ils s'y intéressent un petit peu plus à ce moment-là, ils entreprennent des travaux, ils reçoivent de prestigieux visiteurs, et finalement, ils vont, au moment de l'unité italienne, en 1861, ils vont quitter les lieux. Désormais, les exilés bourbons vont louer, on va dire, le palais Farnèse. C'est la France qui, en 1874, propose de le louer pour en faire le siège de sa nouvelle représentation en Italie. Maintenant, l'Italie est unifiée, donc il faut qu'on ait une ambassade en Italie. Pourquoi pas le palais Farnèse? Cette ambassade, elle s'installe au premier étage, et dès l'année suivante, l'école française de Rome, cette école qui est dédiée à la recherche historique, aux sciences sociales, vous savez, va prendre ses quartiers au second étage. Bientôt, la France cherche à assurer plus solidement sa présence au palais Farnèse. On envisage même de l'acheter carrément, ce palais. Il y a toutes sortes de discussions. Seulement, pour l'Italie, la vente d'un tel chef-d'œuvre qui incarne littéralement la culture nationale n'est pas possible. On peut encore moins le vendre pour en faire une ambassade étrangère. Donc, un accord est trouvé. En 1936, ce sera un bail amphithéotique, c'est-à-dire que la France dispose à partir de 1936 du palais pour 99 ans, à condition d'en assurer l'entretien, bien entendu, et puis d'assurer l'entretien des œuvres inestimables qu'abrite le palais. L'ambassade doit aussi permettre un accès au public. Alors, c'est cet accès qui est plus ou moins facile en fonction des périodes et en fonction des ambassadeurs, il faut bien le dire. Il faut aller le visiter, ce palais, qui est en quelque sorte la quintessence de l'esprit romain et du génie de la Renaissance, fruit du caprice de ses membres, théâtre de leurs extraordinaires ambitions et legs fascinant de ce que l'Italie aura pu produire de plus merveilleux. On peut dire que de Michel-Ange au Carache, ce palais est un peu le conservatoire d'une certaine vision de la beauté. Grâce à Serge Legas, dans quelques instants, nous allons en savoir un peu plus. Bonjour Serge. Bonjour Franck. C'est Audrey qui nous dit qu'on aurait dû installer des tableaux au mur pour célébrer votre retour dans ce studio. Dans un instant, vous allez nous parler du palais Farnèse bien sûr, mais aussi des Caraches et notamment d'Annibale Carache. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. C'est une visite unique et privilégiée du palais Farnèse à Rome que vous nous proposez cet après-midi sur Europe 1, Franck, avec à vos côtés Serge Legas, conférencier des musées nationaux, professeur à l'Institut d'études supérieures des arts. Alors Serge Legas,
Il faut dire un mot du palais avant d'entrer dedans, hein, et avant de parler de ses décors, bien entendu. Le palais lui-même, disons-le, il est très beau, il est somptueux, il a une position absolument unique à Rome, mais ça n'est pas le plus extravagant des palais romains, vu de l'extérieur. Ça n'est pas le plus extravagant, mais il est quand même considéré comme le plus beau palais de la Renaissance. C'est-à-dire qu'on est beaucoup habitué à Rome à des palais qui par la suite sont modifiés à l'époque du baroque, exactement. Le palais Farnèse, c'est vraiment un joyau de la Renaissance, avec le travail de San Gallo dont vous avez très bien parlé, le travail bien sûr ô combien intelligent de Michel-Ange qui vient compléter l'architecture du palais, et ce palais a une unité stylistique qui en fait quelque chose d'exceptionnel. Et ce qui est aussi tout à fait remarquable, c'est que ces dernières années, ce palais a été restauré. Là, je ne parle pas des restaurations intérieures, mais extérieures. Et une chose absolument merveilleuse, c'est qu'on a découvert que la façade extérieure, la façade sur la ville, qui était une façade qui paraissait un peu triste, est en fait une façade où les briques sont des briques polychromes. Et depuis, ce palais qui paraissait un peu austère, devient sous le soleil une sorte de féerie absolument étonnante grâce à cette polychromie des briques. On peut parler d'une véritable renaissance à l'extérieur donc, mais aussi à l'intérieur. Il faudrait parler de tout l'environnement aussi, hein, d'ailleurs. Oui, et ce qui est aussi très intéressant, c'est que la situation de ce palais dont vous avez parlé est très intéressante, puisqu'elle correspond tout à fait à la nouvelle place de ces familles comme les Farnèse, qui sont ces familles qui se sont installées au moment de nouveaux pontificats, comme celui de Jules II ou de Léon X pour les Farnèse. Ce sont vraiment les nouveaux quartiers où s'installent les familles proches de la curie romaine. Donc on est dans le cœur même de cette Rome qui dominait l'Europe de l'époque, politiquement, culturellement, avec cette renaissance extraordinaire. Hein, Et ce qui est absolument merveilleux, c'est qu'au fond, un pape comme Paul III peut être considéré, cet étonnant Alexandre Farnèse, comme peut-être le dernier des grands papes humanistes. On peut vraiment dire qu'avec Paul III se terminera ces générations exceptionnelles de pontifes qui ont soutenu les artistes, qui les ont compris, qui se sont parfois heurtés à eux, mais qui les ont profondément soutenus de leur mécénat. Et Paul III est un homme tout à fait exceptionnel sur un plan artistique. C'est entre autres lui qui a soutenu le jugement dernier de Michel-Ange sur le mur d'autel de la chapelle Sixtine, alors que beaucoup dans la curie romaine souhaitaient voir cette œuvre considérée comme scandaleuse détruite. C'est Paul III qui a inauguré le mur de Michel-Ange et qui a donc accepté cette œuvre avec toutes les audaces qu'elle comportait. L'un des chocs qu'on éprouve lorsqu'on est au palais Farnèse, c'est justement le contraste entre la relative rigueur de la façade, alors qui est même carrément austère, vous le disiez, même si elle a retrouvé des couleurs, et la rigueur de l'architecture des jardins, etc. Et puis les grands vestibules, tout ça est quand même très sobre, à l'antique, il faut bien le dire, et on comprend là à quel point la Renaissance a puisé dans l'antique. Et puis d'un seul coup, on pousse une porte, et là c'est carrément l'explosion des couleurs. C'est l'émerveillement de la fameuse galerie des Carrages. Cette galerie, alors qui se situe, elle, totalement à l'arrière du palais, puisque la galerie donne sur les jardins. La façade dont on vient de parler est la façade sur la ville, donc c'est exactement vis-à-vis que se trouve la galerie des Carrages. Les fenêtres ouvrent sur le jardin, et donc du côté du Tibre, pour situer un petit peu nos auditeurs par rapport à Rome, et cette galerie est une féerie totale. C'est un lieu de plaisir, c'est un lieu de séduction. Alors évidemment, ce qui est étonnant, c'est que c'est quand même un jeune cardinal, le fameux Eduardo Farnèse, qui a commandé cette galerie au Carrache, petit-fils de l'Alexandre, et qui est totalement en rupture avec ce qu'on attendrait d'une commande religieuse. Pas du tout de sujet lié à la religion, mais totalement une débauche de mythologie, de dieux de l'Antiquité, tout à fait exceptionnelle. C'est un véritable Olympe. C'est ça. C'est une chapelle Sixtine païenne, si l'on peut dire, et civile. C'est exactement le pendant, tout à fait. D'ailleurs, on a souvent comparé les deux chapelles, la chapelle Sixtine du Vatican et la galerie, le lapsus est révélateur, du Palais Farnèse. C'est une mise en scène tout à fait exceptionnelle, et c'est le triomphe, là aussi, de cette idée qu'à l'époque, mythologie et monde religieux pouvaient encore cohabiter d'une façon harmonieuse. Alors, de façon encore bien plus marquée qu'à la chapelle Sixtine, le plafond est compartimenté. Hein, c'est ce qu'on appelle un plafond à registre, avec des grands rectangles dans lesquels s'inscrivent les scènes peintes. Oui, tout est basé sur le trompe-l'œil. Il faut bien savoir que la voûte entière est une voûte peinte,
mais quand on entre dans la galerie, on a vraiment l'impression d'un travail d'architecture, de sculpture et de peinture mêlée, même s'il n'y a ni sculpture, ni architecture véritable, que de la peinture. Et tout ceci donne une mise en scène de cette voûte compartimentée tout à fait exceptionnelle, avec un principe qui est un principe très habituel dans la suite de Raphaël. C'est ce qu'on appelle en français les cadres rapportés, les quadri riportati, c'est-à-dire donner l'illusion que l'on a accroché des tableaux le long des murs. En fait, c'est totalement fictif, les cadres sont peints, tout est dans l'illusion totale. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on considère que cette galerie peut être un point de départ pour l'esthétique baroque par la suite. Et pour que cette illusion soit parfaite, il faut que les perspectives le soient aussi. Alors, le travail est absolument étonnant. Alors, une chose à savoir, c'est que l'Écarrage, c'est un grand atelier et qu'il y avait dans l'atelier des artistes spécialisés dans les calculs de perspective, ce qu'on appelle la quadratura, le travail qui est sur ces jeux d'illusionnisme partant des angles, c'est une des choses qui est totalement maîtrisée. Alors on va venir au Carrache dans un instant, mais pour rester encore un moment, monsieur le bourreau, si je peux dire, restons encore un peu sous cette voûte absolument fabuleuse, sous cette voûte olympienne. Elle se singularise d'abord par l'incroyable traitement des carnations et des modelés, il faut le dire. C'est un travail prodigieux. Autrement dit, des chairs. On a les chairs. Et ce qui est assez intelligent, c'est justement d'avoir placé certaines des figures de l'Olympe, donnant l'illusion de ces carnations imitant la chair humaine, à côté de figures qui imitent le marbre ou de figures qui imitent le bronze. Et le jeu de comparaison est toujours très très important. Quand l'on a des éléments qui donnent l'impression d'être du bronze ou du marbre, on a ce velouté, ce sens de la carnation qui est une des grandes réussites du travail des Carrache. Alors si je puis dire, il ne faut pas se laisser avoir et ne regarder que les figures. Il faut aussi laisser son regard courir sur les décors, sur les fausses sculptures, sur les faux bas-reliefs, sur les faux cadres, sur tous ces éléments pseudo-architecturaux qui sont peut-être encore plus beaux même que les personnages. Et qui sont aussi le plus bel hommage que l'on puisse trouver de la part des Carrache et de leur atelier à tout ce que la Renaissance avait apporté. C'est vraiment un hommage à Raphaël, à Michel-Ange, à tous les grands artistes. Ah mais c'est étonnant. C'était d'ailleurs, on y reviendra, je pense, Franck, un des principes des Carrache, cette sorte d'union parfaite des grands exemples du passé. Un syncrétisme, une sorte de grand mélange. Oui, c'est le syncrétisme artistique, tout à fait. Et il y a effectivement une inspiration directe de Raphaël dans les visages, notamment dans le traitement des drapés, dans la sagesse générale, et puis il y a dans la composition, dans la position, dans les torsions maniéristes des personnages, quelque chose de Michel-Ange. Oui. Les Ignudi font penser à ceux Les Ignudi de la chapelle Sixtine, encore une fois, de la voûte de la Sixtine, se retrouvent tout autour de la corniche. Alors c'est merveilleux parce qu'on a la puissance des musculatures masculines de Michel-Ange, on a l'élégance de la grâce de Raphaël, et tout ceci est totalement associé dans ce triomphe mythologique. Alors petite chose, triomphe mythologique qui n'a pas forcément séduit tout un chacun. Si vous me le permettez, je vous lis un très court extrait de ce que La Bruyère, notre La Bruyère, dit de ce décor. Il dit que les saletés des dieux, la Vénus, le Ganymède et les autres nudités du Carrache aient été faites pour des princes de l'Église et qui se disent successeurs des apôtres, le Parler Farnèse en est la preuve. Là, on voit le côté évidemment très opposé à ce décor. Alors, beaucoup trop festif. C'est un auteur catholique qui écrit ça. On imagine ce que peuvent penser les protestants d'un tel travail. On est dans la contre-réforme. Il faut expliquer ce que c'est que cette réforme catholique. Alors ça, c'est absolument passionnant parce que ça explique aussi tout le travail des Carrache. C'est-à-dire qu'on est dans la suite, vous en avez parlé, du Concile de Trente. Ce fameux concile qui a duré si longtemps, de 1545 à 1563. C'est quand même extraordinaire. Concile qui s'est tenu sous 5 pontificats successifs. Celui qui l'a lancé, c'est notre fameux Paul III Farnèse. Eh bien, ce concile, c'est l'Église catholique qui réagit à la réforme. Voilà pourquoi on a parlé à une époque de contre-réforme, mot qui est actuellement considéré comme un peu politiquement incorrect. On parle de la réforme catholique maintenant, c'est un peu joué sur les mots. Mais ce principe, c'est l'idée de réaffirmer le dogme catholique par rapport à ce que les protestants ont remis en cause. On va réaffirmer l'importance du culte des saints, le culte de la Vierge, l'importance des reliques, etc., etc. Et le Concile de
de Trente, c'est une église catholique qui se réaffirme dans sa puissance face à la Réforme. Bon, ça y est, nous l'avons quitté, notre galerie des Carrache. Totalement. On va y revenir à travers Hannibal et son frère, bien entendu. Un mot peut-être des autres peintres, parce qu'il n'y a pas que ça quand même dans la villa farnèse. Je pense au bureau de l'ambassadeur, qui est une merveille, par exemple. C'est un décor, lui, totalement maniériste, ce qui est assez amusant, puisqu'au fond, la galerie des Carrache est un décor plutôt anti-maniériste, qui prend la suite du maniérisme et qui réagit contre. Au contraire, le bureau de l'ambassadeur est un somptueux hommage, alors là, à la puissance temporelle des Farnèse. Toutes les fresques sont vraiment... Avec les armes de la famille on a partout. La famille absolument partout. On a les grandes figures de la famille immortalisées. Et là, on est dans un décor qui est purement d'esprit maniériste. C'est un superbe endroit. C'est la pièce la plus dure à visiter quand on a la chance de pouvoir rentrer au Palais Farnèse. C'est une des pièces qui reste souvent fermée. Je précise, parce que je vois que certains de nos auditeurs peuvent commettre la confusion. On parle bien de l'ambassade de France en Italie et non pas de l'ambassade de France auprès du Saint-Siège. Ça, c'est le Palais Bonaparte au Vatican. Ça, c'est autre chose. La Villa Bonaparte, qui est beaucoup plus petite d'ailleurs, qui est l'ambassade de France auprès du Saint-Siège, qui a aussi un très joli décor, mais évidemment totalement dans l'esprit de l'époque impériale. Alors, nous allons rester dans le cadre du Palais Farnèse, mais entrer un peu plus dans la vie de ces Carrache, et qui était notamment ce génie des génies, ce génie syncrétique, Hannibal Carrache. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Ils ont peint les grands plafonds du Palais Farnèse à Rome. Franck Ferrand avec votre invité Serge Legat, conférencier des musées nationaux et professeur à l'Institut d'études supérieures des arts. Vous nous faites découvrir le talent des Carrache. Alors pourquoi dit-on les Carrache, Serge Legat ? Les Carrache parce que c'est une famille. Alors effectivement, il y aura une figure dominante, c'est Hannibal Carrache, mais il y a auprès de lui, je vais franciser les noms, son frère Augustin. On dit comment en italien Carracci ? Carracci. Oui. Et il y a donc Hannibale, Agostino, Augustin, qui est le frère, et puis leur cousin, alors qui est peut-être un peu plus en demi-teinte, Ludovico, qui est peut-être une figure moins passionnante. D'ailleurs, Ludovico ne viendra pas à Rome. Ce sont les deux frères, Hannibal et Augustin, qui viendront tous les deux travailler pour la famille Farnèse. Mais c'est une famille de Bologne. On peut vraiment dire que eux représentent... Ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font. Ça n'est pas du tout une école romaine. Quand on parle des Carrache, c'est la grande école bolognaise. C'est vraiment la qualité de cette école de Bologne, où ils vont d'ailleurs faire toute une partie de leur carrière avant de venir à Rome en 1595. Qu'est-ce qu'ils font à Bologne ? Quelles sont les traces que nous avons de leur... À Bologne, on a un début de carrière très intéressant parce que c'est une partie qu'on oublie trop souvent. Les Carrache et surtout Hannibal commencent par des tableaux de type réaliste. C'est-à-dire qu'on réagit contre le maniérisme qui est un art très sophistiqué, très intellectuel, très coupé du réel et l'on va avoir cette réaction réaliste. Je dirais que les Carrache, c'est exactement l'autre pendant d'une époque qui est celle de Caravage. On a Caravage d'un côté et les Carrache de l'autre. D'ailleurs, chose intéressante, Hannibal Carrache meurt en 1609, Caravage en 1610. Oui, voilà, ils sont exactement contemporains. Tout à fait contemporains. Un peu l'ombre et la lumière, si l'on peut dire. C'est un peu ça. C'est un peu ça, mais la base est une base commune. C'est le travail sur le réel. Et un tableau qui est totalement révélateur de ce début de carrière, c'est le mangeur de pois ou le mangeur de fèves de la galerie Colonna à Rome. Je me permets d'ailleurs une petite chose pour nos auditeurs qui auraient l'envie de partir à Rome. La galerie Colonna est une galerie privée, mais elle est ouverte au public une demi-journée par semaine. Elle est ouverte le samedi matin. Donc les visiteurs ont accès à la merveilleuse collection de la famille Colonna le samedi matin. Si on arrive à voir la galerie des Carrache au Palais Farnèse plus la galerie Colonna, avec la chapelle Sixtine, au bout d'un moment on finit par... mais le voyage est une perfection parce qu'on est quand même dans le sommet de ce que l'on peut faire en peinture et en art quand on est à Rome. C'est parmi les collections les plus exceptionnelles qui soient. Ah oui, bien entendu. Alors, ils sont bolonais, ils sont issus d'un courant qui a connu ses grandes heures quelques décennies plus tôt, qu'on appelle le maniérisme. Voilà. Le point de départ, c'est le maniérisme, et eux, c'est comme Caravage, c'est une réaction anti-maniériste. Voilà. En fait, ils sont issus, les maîtres... Ce réalisme dont vous parlez. Tout à fait. Et les maîtres par exemple, le maître d'Hannibal Carrache, Prospero Fontana, est un artiste que l'on peut considérer comme maniériste. Mais on est dans cette phase de réaction, et cela vient encore une fois du fameux Concile de Trente qu'on a évoqué tout à l'heure. Ce besoin d'un art qui peut maintenant toucher le fidèle. Le maniérisme est considéré comme trop sophistiqué, trop coupé du réel. On a besoin d'un retour sur terre pour que le fidèle puisse s'identifier, le fidèle ou le spectateur. Et bien évidemment, l'art trouve un contact avec la nature et la vérité. Comment Augustin et Hannibal passent-ils de Bologne à Rome ? On vient les chercher ? Alors il y a une étape très importante. D'abord, ils ont fondé une académie à Bologne, l'académie des Incaminati, qui est
traduit en français est assez laid, ça donnerait les acheminés, les progressifs, ceux qui sont en progrès ou sur le chemin de la bonne peinture. Eh bien, cette académie qui est créée vers 1585 a un rayonnement tout à fait exceptionnel. Le nom des Caraches commence à circuler. On le connaît à Bologne, mais on commence à entendre parler des Caraches dans tous les grands centres de la création italienne. Et c'est la raison pour laquelle les Farnèse, Odoardo Farnèse, appellent les Caraches en 1595 pour décorer le palais. Donc on peut vraiment dire que l'arrivée des Caraches à Rome est totalement liée au palais Farnèse dont nous parlons aujourd'hui. C'est vraiment la raison pour laquelle ils viennent à Rome. Et là, ils rompent un peu avec leur propre réalisme, en fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils gardent l'idée de l'observation de la nature, mais en même temps, on vient à l'exemple des grands maîtres et l'étude de l'Antiquité. C'est-à-dire que, en simplifiant beaucoup, les Caraches vont décider que l'on doit faire un art parfait en reprenant l'exemple de tout ce que les grands maîtres ont pu donner de meilleur. Raphaël, c'est l'élégance, Michel-Ange la force, Léonard l'intelligence, Titien la couleur. Eh bien, on va faire une sorte de melting pot de toutes ces tendances pour en faire un art parfait. Le danger, ça serait l'éclectisme. Et la force des Caraches, c'est de ne jamais tomber dans le pastiche et l'éclectisme, mais de faire un art totalement novateur qui va apporter justement un souffle nouveau à cette réaction anti-maniériste. Alors, c'est fascinant parce que ces Caraches, ils vont puiser un peu dans le répertoire. À gauche et à droite. Hein, c'est ça, ils vont prendre ce qu'il y a de meilleur chez chacun. Ils en font un art qui n'appartient qu'à eux et qu'on reconnaît quand même, qui est très identifié. Et ça va servir de base à bien d'autres développements dans l'art. Parce que je regardais justement tout à l'heure quelques belles photos dans un numéro spécial de Connaissance des Arts, là, de cette voûte de la galerie des Caraches au Palais Farnèse. Et ça fait directement penser à ce qu'on reprendra quelques décennies plus tard en France, dans les grandes demeures parisiennes, au château de Vaux-le-Vicomte ou dans le premier Versailles. Hein. C'est tout à fait exceptionnel. Et c'est d'ailleurs la grande différence avec Caravage. Caravage est une révolution artistique, mais qui au fond dure peu. Vers 1630, le caravagisme c'est à peu près terminé. Le mouvement s'éteint 25 ans après la mort. C'est une mode qui monte très rapidement et qui s'éteint, alors que l'influence des Caraches, elle traverse tout le XVIIe siècle et je dirais encore toute la première moitié du XVIIIe. Il y a même encore des décors du XIXe siècle qui font directement référence. Hein, c'est quand même... Et ce qui est aussi unique, c'est que les Caraches ont aussi bien nourri l'esthétique baroque que l'esthétique classique. Le classicisme français, Nicolas Poussin, était un inconditionnel de la galerie du Palais Farnèse dont on vient de parler. Nicolas Poussin l'a visité et Nicolas Poussin a lui-même à Rome suivi les cours d'une petite académie dirigée par un élève des Caraches qu'en français on surnomme le Dominicain, Dominiquino. Nous savons que Nicolas Poussin en était très proche et a travaillé avec lui. Donc ça c'est la branche classique, on peut dire, des française. Élèves. Voilà. Et il y a une branche baroque aussi. Hein. Et la branche baroque, alors elle descendrait beaucoup d'un autre élève des Caraches qui est Giovanni Lanfranco. Lanfranco d'un côté, le Dominicain de l'autre. C'est toute cette postérité de l'atelier des Caraches qui ouvre sur les grands décors classiques comme les grands décors qui sont les grands décors du monde baroque. Et j'ajouterai une dernière chose, c'est que les Caraches sont aussi à la base de ce que l'on appellera au XVIIe le paysage classique. Et voilà, on n'a pas parlé, en fait on a parlé des modelés, des architectures. Oui, on parle des figures, on oublie les fonds. Et voilà, et il y a d'abord ces ciels absolument extraordinaires, magnifique. Et puis de la nature, si je puis dire. Et une nature intelligemment traitée et qui devient d'une intelligence une nature intellectuelle. C'est-à-dire que cette nature devient ce que l'on appelle le paysage classique, c'est-à-dire une nature qui doit compléter le sujet mythologique, historique ou de l'histoire événementielle que l'on traite à l'intérieur. C'est l'association entre la nature et l'histoire et c'est la grande composante de ce que l'on a appelé au XVIIe le paysage italo-français. Quand je vous entends parler des Caraches, j'ai l'impression d'un X. On a l'impression que tout ce qui s'est fait jusqu'à eux aboutit à leur art, qu'ils synthétisent, et que tout ce qui s'est fait après est d'une façon ou d'une autre une déclinaison de ce qu'ils avaient mis en œuvre. On est donc au point de convergence de l'art occidental. C'est un vrai carrefour et c'est un peu le côté d'une certaine façon déprimant de se dire que de nos jours pratiquement tout le monde connaît Caravage et voit sa peinture. Et le nom des Caraches est un nom qu'on a un petit peu oublié, qu'on considère comme une peinture simplement décorative. C'est tout sauf une peinture décorative. C'est une peinture qui nourrit tout l'art. Et l'on a même maintenant considéré que l'art des Caraches, c'est une des étapes vers une nouvelle manière de peindre qui est aussi une forme de modernité. Avec les Caraches commence véritablement une partie d'un art qui est un art qui s'est libéré des règles qui étaient les règles
règles tout simplement de la tradition. Pour tous ceux de nos auditeurs qui n'auraient pas prévu d'aller à Rome dans les temps prochains, où peut-on voir des caraches en France? Alors on peut voir des caraches au Louvre. Nous avons la chance, grâce aux collections de Louis XIV, entre autres, d'avoir de très beaux paysages, la chasse et la pêche qui ont fait partie de la collection de Louis XIV, qui sont maintenant sur les 6 messes du Louvre. Et nous avons aussi la chance d'avoir pratiquement tous les élèves des caraches représentés dans les collections du Louvre. Eh bien voilà, une fois encore, grâce à Serge Legas, nous avons fait à peu près le tour d'une question qui mérite d'être mieux connue, les caraches. Europe 1, au cœur de l'histoire. Venir à l'instant sur Europe 1 avec Creedence Clearwater Revival avec le titre Proud Mary. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Alors j'espère que vous êtes en forme, Franck, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas une mais 2 questions auxquelles vous allez devoir répondre. La première, celle d'Olivier. Quelle est l'origine de l'enclave des papes dans le Vaucluse, à Avignon donc? Et pourquoi les papes ont quitté Avignon pour rentrer à Rome et en quelle année? Ça c'est la question de Valérie. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus? Pourquoi est-ce qu'ils sont repartis? Voilà. Tout ça nous amène évidemment au rapport entre la papauté et le pouvoir royal français, et notamment celui de Philippe le Bel. Vous savez, Philippe IV, qui exerçait sur la papauté une pression terrible. Rappelez-vous l'affaire des Templiers, dont le sort avait été réglé au concile de Vienne. Le pape Clément V, à l'époque très affaibli, va finir par s'installer dans cette enclave du comté venessin, donc aux frontières même du Saint-Empire d'un côté, de la France de l'autre, mais tout près de la France, tout simplement. Il faut se rapprocher de cette tutelle. Ce sont le roi et ses conseillers qui l'ont ainsi décidé. Le choix de la ville est par ailleurs très stratégique, puisque c'est une ville nodale, une étape commerciale sur la route des foires de Champagne. Et puis c'est cette frontière, encore une fois, entre Saint-Empire d'un côté et Royaume de France de l'autre. Ça va durer longtemps. Il faut retenir ces 2 dates. Ça commence en 1309, donc, à la fin du règne de Philippe IV. Et ça va durer, cet épisode avignonnais, jusqu'en 1418. Alors, la première période, pendant 7 décennies, de 1309 à 1378, il n'y a qu'un pape qui siège, non plus à Rome, mais en Avignon. Le premier retour à Rome, ce sera celui de Grégoire XI, parce que la ville de Florence s'est rebellée contre l'autorité papale. Le pape a besoin de se rapprocher, en quelque sorte. Il va se réinstaller à Rome, mais tous les cardinaux n'ont pas suivi. Et quand meurt Grégoire XI, eh bien, on va se mettre à élire 2 papes. Ça, c'est ce qu'on appelle le grand schisme d'Occident, entre 1378 et 1418. Et là, ça veut dire qu'on va avoir un pape avignonnais contre un pape romain. Alors, quels sont les papes en question, etc., j'ai pas le temps de vous le dire. D'autant moins que je voudrais profiter de l'occasion pour vous donner un conseil. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 ans, nous étions allés en Avignon, justement, et nous avions fait une émission sur les luminescences, qui est cette mise en scène spectaculaire de la cour du Palais des Papes en Avignon, sous la direction de Bruno Cellier. C'est un spectacle à couper le souffle. Donc, si vous êtes en Avignon, n'hésitez pas à aller les voir. Merci beaucoup, Anissa. Nous nous retrouvons demain. À demain, c'était Franck Ferrand.